quand on écrit, on raisonne par rapport à quelque chose. Moi, ce sont les images, hein, c'est-à-dire que quand j'imagine une histoire, quand j'essaye à partir d'une idée de dérouler ce qui pourrait se passer, c'est vraiment des successions de scènes, un peu comme dans un rêve, c'est-à-dire des successions qui me donnent une vision de ce que pourrait être l'histoire. Et en fait, l'écriture, c'est le moyen que j'ai trouvé, finalement, je dirais le plus simple, entre guillemets, pour pouvoir le faire. Franck, c'est un plaisir de vous voir pour cette édition, la toute première du festival Mot pour Mot. On parlera de ce livre, 1991, qui est un retour aux sources pour Franck Charcot, une introspection dans le passé, et puis une élucidation du passé de votre personnage fétiche. Mais j'aimerais, puisque vous avez fait 20 livres, et 20 livres qui sont très proches parfois d'une réalité qu'on a pu vivre, vous posez une question sur Pandémia. Je sais qu'on vous a beaucoup seriné peut-être le fait que vous avez été visionnaire avec ce livre donc, qui date de 2015. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas simplement une dystopie classique, c'est que Pandémia, c'est un livre où vous avez traité une grippe d'une souche virale qui était inconnue et qui ressemble quand même trait pour trait au coronavirus. Donc j'aimerais que vous nous expliquiez peut-être cette intuition que vous aviez eue en allant visiter le laboratoire de biosécurité de l'Institut Pasteur de Lille. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors c'est vrai que le sujet de Pandémia tourne autour des microbes et plus particulièrement des virus, qui est un sujet qui, en tant que romancier, m'a toujours intéressé. J'ai une formation plutôt scientifique et donc j'aime beaucoup prendre des sujets voilà, qui touchent la science, notamment dans le domaine médical, biologique, tout ce qui est trait à la biologie. Donc les virus m'intéressaient depuis très longtemps. Ce qui me bloquait un peu sur ce sujet-là, c'est que je voulais faire quelque chose de différent de ce qu'on avait l'habitude de voir ou de lire, hein, parce que je ne suis pas le premier à écrire sur les virus. La plupart du temps, on en a vu des films ou des livres de virus échappés, des laboratoires américains voilà, qui s'échappent et qui créent des paniques et des pandémies. Mais moi, je voulais vraiment le traiter différemment. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion de visiter l'Institut Pasteur de Lille, qui est un endroit où on étudie les microbes, on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps, avec l'idée de me dire comment je peux traiter ce sujet à la française, je dirais, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passerait en France si un jour un virus inconnu venait à se disperser, venait à apparaître et à se disperser. Et en fait, en posant cette question-là, je me suis rendu compte qu'ils étaient très au courant, les chercheurs, de ce qui se passerait. C'est-à-dire que c'est sur quoi ils travaillent en permanence, de se dire, en tout cas dans le domaine de la biosécurité, de se dire, voilà, chaque jour, on sait que ça peut arriver. Et donc, nous, on est prêts à intervenir et à essayer de suivre les évolutions de virus. Donc, c'est quelque chose qui était finalement connu et qui ne s'était jamais passé, hein, puisqu'on le vit en ce moment, ou en tout cas on pense que ça ne se passe jamais, alors qu'en fait des alertes comme ça, il y en a un petit peu tout le temps. C'est vraiment le début du roman d'ailleurs, c'est-à-dire que, et moi je ne savais absolument pas que ça se passait comme ça, c'est-à-dire que le moindre, en tout cas 3 ou 4 oiseaux morts ou animaux morts, par exemple dans des réserves naturelles, notamment les oiseaux, qui sont quand même des vecteurs, parmi les vecteurs les plus importants, bah, tout de suite ça alerte en fait, c'est-à-dire que les gardes, les directeurs de parcs naturels ont l'obligation, quand ils trouvent 3 ou 4 oiseaux morts, de prévenir les autorités de santé. Et donc, en fait, c'est extrêmement surveillé. Et en discutant avec ces chercheurs, je me suis rendu compte que toutes ces choses-là existaient, mais que personne n'était au courant, évidemment. Et je me suis dit, mais là, vraiment, il y a exactement ce que je veux faire, c'est-à-dire d'essayer de décrire ce système dans un roman. Bon, voilà. Alors, au début, des chercheurs quand même très méfiants, hein, parce que il y a un romancier qui débarque et qui va
qui a accès, voilà, il y a une barrière entre le romancier et puis les chercheurs qu'ils sont sur des sujets extrêmement sensibles. Donc ça ne se passe pas comme ça, c'est plusieurs rencontres, des mises en confiance, en expliquant bien, voilà, que j'essaye moi, dans mon métier de romancier, d'être le plus proche possible de la réalité, et c'est ce qui les a vraiment intéressés, de décrire ce qui se passerait réellement si un oiseau était porteur d'un virus inconnu, là notamment une grippe mutée, et que le virus se transmettait à l'homme. C'est ce qui s'est passé avec le Covid-19, en tout cas c'est ce qu'on suppose, ce qu'on a longtemps supposé avec le pangolin, même si on n'est plus certain que c'est comme ça, mais en tout cas il y a eu ce saut de barrière, donc on a un cas, et puis après... et donc ça, ils savent. Donc moi j'ai eu accès à ces données-là, ce qui fait qu'en fait j'ai écrit... J'ai pas écrit de la science-fiction, en fait. C'est-à-dire que je n'ai pas écrit une histoire qui ne pouvait pas arriver. C'est de prendre un événement qui pourrait se réaliser dans la société d'aujourd'hui et dire qu'est-ce qui se passerait si cet événement se réalisait. Et là, notamment, c'était de dire, bah voilà, qu'est-ce qui se passerait si un jour un virus inconnu serait dispersé sur le territoire français à partir d'un cas zéro bien identifié. Et donc j'ai déroulé cet événement en me renseignant auprès des scientifiques. Et comme en fait des plans existent, on l'a bien vu au début même si c'était quand même le chaos, il faut l'avouer, parce que le Covid allait très vite, mais on a bien vu les différentes phases. Au début, étape 0, étape 1, on a le patient, on essaye de retrouver les cas contacts. Étape 2, on commence à fermer des petits points, après on ferme les écoles, après il y a des saturations, tout ça existe en fait, c'est des plans qu'on déroule. Donc il y avait un plan pandémie-grippe qui existait, il n'y avait pas un plan Covid... Mais en tout cas, le plan pandémie-grippe existait. Et donc, moi, quelque part, j'ai transformé cet amas de sciences assez indigeste en une histoire. Ce qui fait que, en le lisant aujourd'hui, a posteriori, on a l'impression qu'il y a eu cet effet visionnaire. Mais en fait, c'était juste de prendre un événement qui pouvait se dérouler, ce qui fait que ce livre est finalement très proche de ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid. Mais, ce qui était très intéressant, c'est que vous avez été très finaux dans le sens où vous n'avez pas choisi un virus qui est mortellement dévastateur, je pourrais dire, qui tue tout le monde sur son passage, comme la peste noire. Vous avez choisi quelque chose qui ressemble vraiment à ce qu'on a pu vivre depuis 2020. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi c'était ce virus que vous décrivez comme un sprinter, avec des gens qui sont contaminés dans des restaurants et qui, par la suite, contaminent leurs proches, leur famille, etc. Pourquoi celui-ci vous paraissait, en termes d'histoire, intéressant ? Peut-être parce qu'il était très aléatoire dans les victimes qui touchaient. Oui, en fait, c'est surtout parce qu'il passe inaperçu, en fait, c'est ça. Et c'est pour ça que la grippe fait très très peur aux chercheurs. La grippe, c'est un virus qui mute en permanence. Si vous vous faites vacciner contre la grippe, tous les ans, on est obligé de se refaire vacciner parce que, en fait, d'une année sur l'autre, le virus mute un tout petit peu. C'est comme les variants qu'on voit aujourd'hui avec le Covid, ce qui fait que probablement... on risque d'être vacciné tous les ans parce que ces variants font que la formule du vaccin change. Et c'est vrai que quand on est romancier, on est tenté d'aller vers des virus, je dirais, ou en tout cas des bactéries, des microbes très spectaculaires. Ebola, la peste noire, effectivement, on voit les nez qui saignent, les bubons, les bubons pour la peste, etc., la souffrance. Et c'est vrai que j'ai tenté d'aller vers ça, mais en discutant avec les chercheurs, je dis mais faut pas prendre ça en fait. Il faut prendre un virus qui est anodin, qui se glisse dans la population, qui ne va pas effrayer les gens. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, au début du Covid, on disait que c'était une simple grippe, quoi. On disait voilà, c'est une grippe, c'est un rhume, c'était vraiment comme ça. Et pendant ce temps-là, le virus, lui, tranquillement, traçait sa route. Et donc moi, c'est ça qui m'a aussi intéressé, parce que je ne voulais pas écrire un roman catastrophe, en fait. Je voulais écrire un roman le plus réaliste possible. Et en France, difficile d'attraper la peste ou Ebola. Donc, c'est vrai que la grippe, c'était quelque chose de très réaliste. Et c'est vrai que le coronavirus, la grippe, c'est quelque chose... Ils auraient pu me dire, à l'époque, c'est parce que ils m'ont dit... Voilà, la grippe, c'est pas mal à choisir. Ils m'auraient dit coronavirus, j'aurais peut-être pris le coronavirus. Ça aurait été encore plus proche de ce qui se passe aujourd'hui.
Mais c'est ça en fait. Et déjà à l'époque, alors moi je me suis familiarisé avec des termes qu'on connaît bien aujourd'hui, que sont le R0, que sont le patient zéro, que sont la recherche des cas contacts, c'est-à-dire que tout ça est déjà dans le livre, parce que ce n'est pas des termes qu'on a inventés par rapport au virus. Et j'en reviens à la première question, c'est l'histoire du « et si », en fait, qu'est-ce qui se passerait si ? En fait, les pandémies, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que tous les siècles, depuis l'aube des temps, les virus sont là, et en général, pendant chaque siècle, il y a 2, 3 grandes, voire plus grandes pandémies qui traversent les populations. Et on a beaucoup, j'en parle aussi dans le roman, on a tendance à les oublier parce qu'elles ne laissent pas de... Contrairement à une guerre, elles n'abîment pas, par exemple, les bâtiments. Il n'y a rien à reconstruire en fait, dans tout ce qui est construction. Même les animaux sont épargnés, elles touchent que les êtres humains, en tout cas les pandémies voilà, qui touchent les humains. Donc on les oublie vite, et donc il y avait des grandes pandémies dans les années 50, les années 70, la pandémie de Hong Kong, qui avait quand même fait 5 millions de morts à travers le monde, dont 30 000 en France, ce qui n'était pas rien, et ça, qui le savait ça ? Donc voilà, donc c'est vraiment ce qui m'intéressait, finalement de se dire, cet événement-là, il pouvait arriver, et finalement c'est arrivé. Ce qui est très intéressant dans ce livre, on parlera d'autres livres et on parlera plus précisément de celui qui vient de sortir, mais c'est pas simplement le choix du SARS-2, enfin je ne sais plus comment, c'est vraiment toutes les conséquences politico-sociales qui découlent d'une pandémie. Il y a les fermetures d'écoles, il y a le rationnement, il y a le confinement. Donc ça, ce qui veut dire que les chercheurs de l'Institut Pasteur de Lille, dont vous êtes maintenant le parrain, puisque vous avez fait des appels aux dons pour le coronavirus, il y a un challenge solidaire. Donc je pense que vous êtes très proche maintenant de cette équipe d'infectiologues et de virologues. Ils ont eux-mêmes planifié toutes les étapes pour les citoyens oui. De ce qu'une pandémie pourrait causer. Oui, il y a des gens de l'Institut Pasteur qui travaillent pour les services de santé du gouvernement et qui sont là pour établir des scénarios de propagation du virus, des plans pandémie, ce qu'on appelle des plans pandémie. Alors, le mien, c'était le plan pandémie grippe, c'est celui auquel j'ai eu accès, et qui sont là aussi pour imaginer des scénarios de propagation avec des R0 différents, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est que l'histoire que j'ai racontée les a intéressés aussi, parce que finalement, alors moi, il y a un scénario de propagation qui est propre à mon roman, que j'ai inventé en tant que romancier, parce qu'il y a quand même c'est de la fiction quand même. Et il y a bien quelque chose qui est à l'origine de la propagation de ce virus. On est dans un roman policier, donc il y a une origine criminelle quand même derrière. Et ça les intéresse parce que ces gens-là, en fait, ces chercheurs sont là pour essayer d'imaginer les scénarios les plus improbables possibles pour justement pouvoir les contrer. Et quoi de mieux qu'un scénario improbable qui sort de la tête d'un romancier, parce qu'on a quand même l'esprit tordu, il faut l'avouer, surtout dans le roman policier. Et moi, j'étais vraiment... c'était très intéressant parce que quand la personne concernée qui avait travaillé justement sur ces plans pandémie a lu le livre, elle m'a dit, mais en fait, ton scénario, il a 0,1% de chance de se produire, mais il peut se produire. Il peut se produire. Et c'est ça qui est intéressant parce qu'en fait, à lui, ça lui donnait aussi une vision supplémentaire d'un mode de propagation du virus. Donc c'était une vraie collaboration. C'était une belle histoire pour moi, en tout cas, d'avoir travaillé avec eux, parce que c'était une vraie collaboration entre des chercheurs et la littérature, ce qui se fait assez rarement, parce qu'en général, les chercheurs restent quand même dans leur univers, avec leur documentation, ils sont plongés dans leur... voilà. Et donc, il y a eu un pont qui s'est créé entre le roman et la littérature. Étrangement, c'est pas si étrange que ça quand on y réfléchit, le Pandémia, les ventes ont repris pendant le Covid. Moi, je me suis posé la question, je me suis dit, pourquoi les gens vont lire des histoires anxiogènes, alors déjà lire des histoires anxiogènes, mais qui en plus parlent de virus, c'est-à-dire
on vivait quand même l'horreur. Enfin, mais je pense qu'il y a la curiosité naturelle des gens d'envie de comprendre ce qui se passe dans notre monde, ce qu'on essaye de faire dans le roman policier, d'expliquer, avec un regard différent. C'est-à-dire qu'on était abreuvé quand même d'informations. C'est-à-dire, moi j'ai testé en plein confinement, mais même encore aujourd'hui, vous ouvrez n'importe quelle station de radio, au bout de 10 secondes, vous pouvez tester. Alors peut-être moins aujourd'hui, parce que voilà, mais je vous garantis que ça fonctionnait. Au bout de 10 secondes, vous avez le mot virus, K0, enfin, tous ces mots-là. Et donc ça tournait en boucle avec toujours les mêmes informations, dont on se demandait si c'était vrai ou faux, parce que d'un côté, il y en a un qui disait vrai, l'autre disait faux. Donc je pense que les gens ont eu cette curiosité de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et d'aller chercher un peu ailleurs, dans les domaines artistiques différents. On a vu avec les films aussi, il y a des films qui sont Contagion notamment, qui est très très réaliste, et vraiment un bon film. Et aussi dans les scénarios de dire, mais voilà, on a envie d'avoir un angle différent aussi, de comprendre ce qui se passe. Et le roman, quelque part, ça reste une enquête policière, hein, ça reste une histoire, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le but du roman, c'est de ne pas stresser les gens, c'est de leur apporter du plaisir. Mais il y avait ce fond-là qui permettait de comprendre des choses qu'on n'avait pas forcément compris, d'avoir des angles d'observation différents de ceux avec lesquels on était abreuvé à longueur de journée. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a vraiment un lien qui est indéfectible chez vous entre la science et la littérature. Vous dites d'ailleurs très souvent que sans la formation scientifique d'ingénieur spécialisé en technologie que vous aviez eu avant de vous consacrer à partir de la Chambre des morts à la littérature, vous n'auriez pas pu être écrivain. Et tous vos livres témoignent d'une curiosité inextinguible, je dirais, pour toutes sortes de pans de la science, que ce soit la cryogénie, la radioactivité, la narcolepsie. Enfin, j'avais pris en note, je pense qu'il y a 15 domaines très précis dans lesquels, pour lesquels vous vous êtes intéressé ces dernières années. Mais j'aimerais qu'on parle d'une autre sorte de transmission, puisque nous sommes sous l'emprise d'un virus qui est transmissible, d'une sorte de transmission, puisque vous dites fréquemment que vous avez, dès lors que vous avez commencé à écrire, vous avez cessé de cauchemarder. Donc finalement, vous nous avez refilé des cauchemars que vous aviez. Et ça, c'est une autre sorte de transmissibilité. Et j'aimerais vous interroger un peu sur ça. Oui, parce que c'est vrai que c'est une question que les gens se posent, mais que nous-mêmes, on se pose. Pourquoi on écrit, en fait? Alors pourquoi on écrit? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on est capable de raconter des histoires, de prendre la plume et d'écrire des livres? Moi, c'est vrai qu'à priori, je n'étais pas destiné à écrire, parce que j'ai effectivement une formation scientifique, j'étais ingénieur, avec vraiment cet attrait, cette curiosité plutôt sur le domaine scientifique quand j'étais petit, les étoiles, comment ça marche, d'où on vient, pourquoi la Terre tourne. Enfin, c'était vraiment des questions qui me taraudaient, en fait. Et jamais je me suis dit je vais écrire un livre. Enfin, j'étais pas du tout dans ce trip-là, on va dire. Mais par contre, j'aimais qu'on me raconte des histoires. J'aimais que quand je regardais un film, quand je lisais un livre, m'évader et puis de ressentir des émotions incroyables et de me dire mais comment ces artistes, qu'ils soient écrivains, réalisateurs ou peintres, sont capables de transmettre des émotions aussi fortes. Ça me fascinait. Et moi, c'était l'émotion de la peur, en fait. C'était vraiment l'émotion dominante qui me plaisait le plus, alors, entre guillemets, et qui me terrorisait, effectivement, quand j'étais adolescent, de ne pas pouvoir s'empêcher de lire des choses qui nous effraient. Je savais que j'allais être terrorisé, d'où les cauchemars. J'en ai fait énormément, parce qu'en fait, j'étais en phase quelque part d'absorption. Vous savez, quand on est ado, on essaye de se confronter à la peur, ça fait partie de la construction, et on absorbe toutes ces images, toutes ces émotions, et puis elles se stockent. Et en fait, je pense que c'est vraiment ça qui m'a mené un jour à l'écriture, effectivement, tous ces cauchemars qui étaient là, et un besoin de ressortir ça à un moment donné,
moi, c'est passé par l'écriture, c'est-à-dire que j'ai commencé sans le vouloir, toujours, j'y suis vraiment venu par hasard à écrire, sans le vouloir, il y a une histoire qui a commencé à apparaître dans ma tête en me disant, bah voilà, j'ai commencé à voir des personnages, à les imaginer, à les imaginer accomplir des actions. Quand je regardais un film, je me disais, mais tiens, pourquoi il n'a pas fait ceci plutôt que cela? Donc j'imaginais des chemins différents. Et en fait, ça revenait beaucoup le soir ou en l'endormissement, je me posais ces questions-là. Et puis ça devenait quotidien et presque obsessionnel. Et à un moment donné, c'est toujours la même histoire qui revenait en boucle. Je me suis dit, mais faut que cette histoire-là, je la sorte. Et pourquoi je n'essaierais pas, finalement, moi aussi, de transmettre ce que j'ai toujours ressenti. Donc c'est ce qui a donné le premier livre. Et je me suis mis à l'écriture, vraiment. C'est-à-dire que la veille, je ne savais pas que j'allais écrire, en fait. Un soir, je rentre et je me dis, mais je dîne et je me mets devant l'ordinateur et je me mets à écrire, quoi. En fait, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et puis voilà, ça a donné le premier livre. Avec, évidemment, alors on utilise ses armes quand on écrit des romans, et je crois qu'il faut vraiment écrire selon des thèmes, des sujets qui nous tiennent à cœur et ce qu'on aime. Et moi, c'est tout ce qui a trait à la science. Donc le polar, on le sait, ça décrit notre société sous un angle, et sous l'angle, je pense, des domaines que l'auteur aime, alors que ce soit sur sociétal, politique, historique. Ben moi, c'est la science, et en fait, c'est un peu ma particularité, c'est de mettre ce fond scientifique dans mes histoires. Ce qui est génial, parce qu'en plus, ça me permet c'est pour ça que je prends beaucoup de plaisir dans l'écriture, ça me permet de creuser, d'avoir du temps pour creuser tous ces sujets qui étaient pour moi des points d'interrogation, dont les virus, pour Pandémia. Autour de la mémoire, vous avez parlé de la narcolepsie, c'est une maladie, le sommeil, hein, on en revient au cauchemar. D'avoir du temps pour ça, de les creuser à fond et d'essayer de les vulgariser, entre guillemets, pour les transmettre à des lecteurs par le biais d'histoires. Et je pense que c'est pour ça que les gens apprécient mes histoires, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette priorité quand même de procurer du plaisir, des émotions, à travers des personnages, parce que c'est ce que moi-même j'ai ressorti, je sais que c'est ce qu'on recherche, mais avec ce fond qui est un vrai plus, c'est-à-dire qui apporte un éclairage sur un domaine et qui va nous en apprendre un peu plus sur le monde dans lequel on vit, en fait, finalement. Ce qui est très intéressant, c'est que vous parliez un petit peu plutôt de film. Et c'est vrai que vous êtes un écrivain de genre, mais quand on remonte un petit peu votre parcours et vos sources d'inspiration, c'est vraiment le cinéma. Vous dites fréquemment que, étant jeune, vous louiez 4 cassettes vidéo par semaine. C'était principalement des films d'horreur et des séries Z. Donc, votre inspiration vient de là. Ce que j'aimerais savoir, c'est que quelle influence a eu la grammaire cinématographique sur la structuration de vos récits, puisqu'il y a effectivement une structure qui est assez sophistiquée, où vraiment vous alternez les rythmes, il n'y a pas de temps mort, il y a ce qu'on appelle le cliffhanger à la fin de chaque chapitre. Et donc voilà, c'était pour vous demander quelle est la part visuelle et peut-être l'expérience du récit que vous avez tiré de votre connaissance cinéphilique. Oui, c'est vrai que j'ai un fonctionnement très visuel dans mon écriture. Quand on écrit, on raisonne par rapport à quelque chose. Moi, ce sont les images, hein, c'est-à-dire que quand j'imagine une histoire, quand j'essaye à partir d'une idée de dérouler ce qui pourrait se passer, c'est vraiment des successions de scènes, un peu comme dans un rêve, c'est-à-dire des successions qui me donnent une vision de ce que pourrait être l'histoire. Et en fait, l'écriture, c'est le moyen que j'ai trouvé, finalement, je dirais le plus simple, entre guillemets, pour pouvoir le faire. Parce que quand j'ai écrit mon premier roman, qu'est-ce que j'avais à ma disposition chez moi? Rien, hormis un stylo, on va dire. Et donc, j'avais cette histoire en moi. Mais cette histoire, en fait, une histoire, c'est universel. Il y a plusieurs moyens de la matérialiser. Ça aurait pu être un film, ça aurait pu être un tableau, ça aurait pu être autre chose. Et devant moi, j'avais le stylo, l'ordinateur. Et en fait, je me suis dit, voilà, le moyen, en tout cas le plus direct pour moi de
matérialiser toutes ces images que j'ai en moi, c'est l'écriture, parce que le cinéma, je ne sais même pas comment ça fonctionne, ça nécessite des moyens. Moi, je ne suis pas du tout dans cet univers-là, je suis à l'époque ingénieur, donc je me dis, voilà, j'ai un ordinateur, donc je vais écrire cette histoire. Donc ça a été vraiment le moyen de le faire. Et après, mes livres, en fait, il y a toutes ces images qui sont là, et puis il y a les sujets que je traite. Et c'est le mélange qui est compliqué à faire, c'est-à-dire que moi, j'ai vraiment une grosse partie de documentation dans mon écriture qui prend à peu près un tiers du temps, qui est alors beaucoup de lectures d'ouvrages spécialisés. Donc ça fait des milliers de pages rapidement, puisqu'on lit des dizaines de livres. Sont des rencontres, donc de tirer des bilans des rencontres qu'on a pu avoir, de noter ça ou d'enregistrer. Et en fait, ce sont deux choses différentes. Et après, par la magie d'écriture, il faut réussir à relier les deux, c'est-à-dire d'avoir une partie documentaire qui n'a rien à voir avec une histoire, et puis d'avoir une histoire où on se dit, mais comment on va faire pour mettre à l'intérieur la documentation. Et ça, c'est un peu, je dirais, mon esprit scientifique qui sait faire ça, et c'est pour ça que au début, vous disiez, si vous n'avez pas été ingénieur, j'aurais peut-être jamais écrit. Ce qui est vrai, c'est justement, c'est ce métier-là, cette curiosité, cet esprit cartésien, cet esprit analytique, qui est capable de prendre des éléments et de les mettre ensemble pour donner quelque chose qui va fonctionner et de résoudre des problèmes, de les surmonter. C'est ce qu'on apprend à faire quand on est ingénieur. En fait, quand on est ingénieur, on a toujours une spécialité. Moi, je travaille dans l'informatique, mais en fait, on est surtout capable de résoudre tout un tas de problèmes qui peuvent se présenter à nous dans plein de domaines. Et la littérature, c'est ça, l'écriture, c'est ça pour moi. Et ça, je pense que c'est un point commun à tous les écrivains. C'est-à-dire quand on écrit, quelle que soit l'histoire, quel que soit le genre, on rencontre des problèmes. La page blanche, c'est un problème. Enfin, sinon, si l'écriture était trop facile, je pense que le livre ne serait pas forcément terrible. Donc les problèmes font partie vraiment de l'écriture. Et voilà, donc le tout, c'est de réussir à trouver les scènes, d'imaginer le moyen d'intégrer la science et l'histoire. J'ai un exemple très précis là-dessus. Gattaca, qui est l'un de mes romans, le sujet principal de Gattaca, c'est l'évolution. C'est Darwin. Et moi, ça m'avait fasciné de faire les recherches sur Darwin. J'ai lu l'origine des espèces. Quand vous lisez l'origine des espèces, vous le lisez, vous dites, mais comment je vais pouvoir faire une histoire policière avec ça? Et tout ce qu'on me racontait, c'était vraiment des choses complexes à comprendre. Mais après, quand on comprend, c'est très, très jouissif. Mais on se dit, mais comment je peux les matérialiser? Et en fait, la scène d'ouverture, elle résume assez bien le processus dans Gattaca. La scène d'ouverture, c'est des policiers qui arrivent sur une scène de crime où une étudiante qui fait une thèse sur l'évolution est retrouvée morte dans la cage d'un chimpanzé. Un chimpanzé avec lequel... qu'elle voyait tous les jours. Et en fait, le chimpanzé l'a battu à mort. Et donc les policiers arrivent, et puis le chimpanzé, en plus, a appris le langage des signes. En fait, le chimpanzé dit, grosso modo, c'est pas moi. Enfin, il dit monstre. Il fait le signe de monstre, en fait. Et donc les policiers vont en déduire qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est rentré, qui a simulé ça. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que dans cette scène d'ouverture qui est purement policière, avec une ambiance déjà installée, qui est celui de... On est dans un centre d'études des primates, il y a des arbres, enfin, c'est vraiment très visuel en fait. On en revient au visuel. En fait, on est déjà au cœur du sujet de l'évolution, c'est-à-dire qu'il est intégré à la scène de crime. On a le singe, on a le chimpanzé qui a appris le langage des signes, donc on se dit, mais tiens, ils peuvent apprendre des mots, ils peuvent communiquer. Et il y a cette étudiante qui faisait une thèse sur la latéralité des chimpanzés, c'est-à-dire le fait de savoir si les chimpanzés sont plutôt droitiers ou gauchers. Qui s'est déjà posé la question, d'ailleurs le policier le dit, mais il dit mais ça sert à quoi de savoir si un chimpanzé, il dit ça sert à rien. Enfin, et ce qui fonctionne aussi, alors justement dans mes histoires, c'est que les policiers sont, je dirais presque naïfs dans les sujets dans lesquels ils vont, c'est-à-dire eux ils sont policiers, ils enquêtent sur des meurtres, ils se retrouvent confrontés à des thèmes qui leur échappent complètement, donc ils sont naïfs, et c'est ça qui m'aide, moi, en fait, à intégrer mes thèmes dans mes histoires, parce que quelque part, ces fameux policiers, en fait, ils posent des questions que les lecteurs se posent, et donc les gens en face leur répondent, et c'est comme ça que ça progresse.
Et donc voilà, c'est un peu cette manière-là que je fonctionne. D'accord. Ce qui est très intéressant, c'est que comme vous aviez prévu le scénario pandémique que nous avons vécu et que nous continuerons peut-être à vivre pendant quelques semaines ou quelques mois, vous faites partie de ces rares écrivains, et ça vous le dites dans la note de fin de votre livre, vous n'avez jamais autant écrit que pendant cette période. Or, ce qui est vrai, c'est quand on a contacté des écrivains pendant cette période, ils disaient qu'ils avaient une ankylose, une sclérose de l'imagination, parce que cet imaginaire de la pandémie prenait toute la place. Vous, du fait que vous aviez peut-être créé Pandémia, finalement, vous avez été très libre et déconnecté de la réalité, précisément parce que finalement, vous retourniez 30 ans en arrière. Dans le passé, on découvrait l'enquête, la toute première de Franck Charcot, donc en 1991, sachant qu'il a grosso modo 30 ans, qu'on l'a connu quand il en avait 42, avec Lucas, donc votre dernier livre qu'il avait mis en scène précédemment, il en avait presque 60. Ça a été un bain de jouvence, justement, de vous replonger 3 décennies plus tôt. Ah oui, ça a été un vrai échappatoire. Déjà, dans l'écriture, c'est-à-dire j'ai commencé à l'écrire, j'avais même commencé à l'écrire pendant le premier confinement. Et donc, c'était très pénible, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, cet inconnu du virus. Mais même pour moi qui connaissais les pandémies, j'étais comme tout le monde, c'est-à-dire on a face à nous un virus où les courbes montent en permanence, etc. Et donc, l'écriture, c'était un refuge, mais c'était un refuge d'autant plus grand que j'étais reparti 30 ans en arrière. Donc ça, c'était quelque chose de très positif. Et d'ailleurs, j'aurais été extrêmement embêté si j'avais continué dans la chronologie classique de mon personnage, puisque je me dis toujours que le livre, en général, sort un an après, donc il serait sorti là. Et donc, j'aurais dû intégrer, en fait, dans mon histoire... Les masques, par exemple. Les masques, ce qui était en train de se passer, mais on ne savait pas, en fait. Les romans, et je ne pouvais pas ne pas ignorer... Je ne pouvais pas ignorer le virus parce que les romans sont très précis, c'est-à-dire que dans Lucas, qui se passe en 2019, c'est vraiment le monde d'aujourd'hui. Les policiers ont déménagé du 36 quai des Orfèvres pour aller au bastion Batignolles. Ça, c'est dans le livre, parce que je suis vraiment, au mois près, je dirais, les évolutions du fonctionnement de la police et puis du monde dans lequel on vit. Donc je me serais dit, mais... qu'est-ce que je fais, enfin, comment intégrer ça? Ça aurait été très, très compliqué. Donc là, vraiment, j'ai été protégé de ça, puisque c'était à 30 ans, c'est figé dans le passé. Et donc, c'est aussi la magie de l'écriture. Pendant toutes ces journées où j'écrivais, j'étais ailleurs. Et c'est vrai qu'il y a eu 2 types d'écrivains, encore une fois, en tout cas, en discutant avec les uns les autres, de savoir comment ils ont vécu cette période-là. Il y a ceux, effectivement, qui ont eu plus de mal, c'est-à-dire envahis, colonisés par ce qui se passait dehors, et d'être incapable de créer, parce qu'il fallait quand même réussir chaque matin à faire abstraction de ce qui était des horreurs qui étaient en train de se passer pour replonger dans une histoire. Après le confinement, on le vit plutôt bien, parce que écrire, c'est quand même un métier de confinement à la base. On passe beaucoup de temps seul avec soi-même dans un bureau, et donc moi j'avais l'habitude de ça. Donc quelque part, ça, en plus de m'éloigner dans cette période-là, ça a libéré encore plus de temps, puisque on n'avait rien d'autre à faire. Donc j'ai beaucoup écrit, créé pendant cette période. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est, outre qu'il nous éclaire sur le passé de Franck Charcot, qui emprunte à votre propre vie, d'ailleurs quelques traits biographiques. Franck, il s'appelle Franck comme vous, il est né dans le Nord comme vous. Mais
ce qui est très intéressant dans ce livre, et dans plein d'autres, mais je parlerai plus précisément de ce livre, c'est que en vous entendant et quand on vous lit, on voit que vous êtes très à la pointe justement des recherches scientifiques, des scénarios prospectifs que les scientifiques élaborent. Or, ce qui vous a plu précisément dans ce livre, c'est qu'il n'y avait pas toutes les techniques d'analyse ADN, de traces papillaires. C'est les méthodes à l'ancienne que vous réhabilitez, que vous valorisez un petit peu dans ce livre. Oui, ça aussi, c'était l'un des critères de mon retour en arrière. C'est-à-dire que la police d'aujourd'hui, en tout cas dans la résolution des crimes, dispose d'outils absolument formidables, que sont principalement des outils scientifiques. Alors évidemment l'ADN, hein, on en parle beaucoup, mais aussi la technologie, c'est-à-dire que quand vous avez un crime, la première chose que font les policiers, c'est d'analyser les téléphones portables et puis les ordinateurs, les historiques, etc. Et avec ça, on résout beaucoup vraiment d'affaires. Mais quand on est romancier, c'est un vrai obstacle. C'est-à-dire que moi, c'est pas que ça commence à me lasser, mais c'est quelque chose qu'il faut traiter absolument. C'est-à-dire quand on écrit des histoires policières réalistes qui se passent avec une police d'aujourd'hui, on peut pas faire abstraction des téléphones portables, d'aller fouiller là-dedans, mais c'est pas très romanesque en fait. C'est-à-dire que écrire que des gens fouillent dans des fichiers, enfin, c'est compliqué. On peut faire ressortir ce qu'on veut ou pas. Voilà, donc quelque part, moi je trouve ça vraiment un peu ennuyeux. On a besoin de plus de liberté. Donc quelque part, c'est quelque chose que, dans mes livres dont je me débarrasse en fait. C'est-à-dire, ils arrivent sur une scène de crime, ils analysent les portables, puis ils disent grosso modo, on n'a rien trouvé, hop, on passe à autre chose pour vraiment se plonger dans ce qu'on aime dans les histoires policières, c'est-à-dire de l'enquête avec des personnages. Mais il faut justifier le fait qu'on ne trouve rien dans un portable, parce que c'est pas crédible. Voilà, donc ça alourdit, je trouve, pas mal. Donc il faut trouver les astuces, et j'ai trouvé vraiment génial de pouvoir revenir 30 ans en arrière, où il n'y avait pas tout ça, et de se replonger dans une époque où, en fait, le seul moyen de joindre quelqu'un, quand on était le policier, c'est au début, il arrive sur une scène de crime, qui est un peu à la campagne, il découvre ce corps, et il faut qu'il trouve une cabine téléphonique pour prévenir ses supérieurs. Et là, les gens, il y a quelque chose qui se passe dans leur tête, des lecteurs, ils se disent, c'est au début, hein, ils disent, mais c'est vrai, il n'y avait pas de portable avant, comment on faisait? Alors c'est encore pire chez les jeunes, parce que les jeunes qui lisent ce livre, ils se rendent compte qu'il y avait un monde où ça existait. Donc ça, c'était vraiment intéressant à faire. Et je parlais de recherche tout à l'heure, il y en a eu dans ce livre autour de cette époque, oui, qui constitue le cadre général que j'ai connu. Donc c'est quelque chose c'est une époque que j'ai vécue, mais en tout cas de savoir à quel stade en était la police dans ces années-là, 90, 91. Les ordinateurs, comment ça se passait, les recherches, est-ce qu'il y avait déjà, comment ils fonctionnaient tout simplement. Donc c'est là où il y a eu le gros du travail, et je voulais être très très réaliste en fait. Quelque part, c'est pas un roman historique, mais en tout cas c'est un roman qui reprend, qui aurait pu être écrit en 91, qui en tout cas s'il avait été écrit en 91 aurait été à la pointe de ce qui se passait à ce moment-là, avec une police très actuelle en 91, mais qui aujourd'hui paraît un peu désuète, mais qui est tellement romanesque en fait, parce qu'on a encore aujourd'hui, encore une fois, c'est quelque chose, c'est romanesque, mais dans les gardes à vue, par exemple, que tout le monde connaît, hein, c'est un classique. On trouve souvent des gardes à vue dans les polars. Aujourd'hui, vous avez l'avocat qui est là, et tout est filmé. Donc, quand vous avez à écrire ça, il n'y a rien de glamour là-dedans, il n'y a rien de... c'est très factuel, c'est très procédural, alors qu'en fait, dans les années 90, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas d'avocat, il n'y avait pas de caméra, donc ça laissait... Les personnages pouvaient s'exprimer, je dirais, un peu plus fortement, et donc ça, c'était vraiment très... moi, ça m'a fait du bien, et puis ça se passe au 36 quai des Orfèvres, parce que c'est vrai que j'étais un peu nostalgique de cet endroit... qui est quand même l'endroit mythique et qu'on retrouve dans tous les polars. Et ça aussi, ça a été un choc quand j'ai écrit Lucas, un peu un déchirement au cœur, parce que Lucas se passe à ce moment-là, et de me dire, quand j'ai imaginé cette histoire, de me dire, est-ce que dans mon esprit, je le fais se passer au 36 encore un petit peu,
ou est-ce que ça va se passer dans les nouveaux locaux? Et comme j'ai imaginé une histoire qui se passait en novembre, je crois, pour des raisons X ou Y, et qu'ils avaient déménagé en septembre, en fait, j'ai dû le faire se passer dans les nouveaux locaux. Et c'était peut-être d'ailleurs l'un des premiers romans policiers à sortir qui se passait au Bastion, comme on l'appelle. Mais quelque part, on a perdu un peu de l'âme, je trouve, des romans policiers en perdant ce lieu que tout le monde connaît. Ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que précisément, vous dites qu'il y a, vous suivez l'actualité de la procédure policière à cette époque-là. Donc, il aurait pu être très actuel si vous l'aviez sorti cette année-là, précisément. Ce qui est formidable, c'est que comme dans chacun de vos thrillers, il y a 2 enquêtes qui sont parallèles, qui parfois s'entrecroisent, et on assiste dans ce livre au début des analyses ADN qui sont très rudimentaires. Il ne s'agit pas de trouver quelqu'un, d'identifier quelqu'un, mais on peut connaître le groupe sanguin. Et il y a une intrigue de femmes, les disparus du sud parisien, qui rappelle bien entendu les disparus, les meurtres de l'Est parisien de Guy Georges. Guy Georges, dont l'enquête a été menée par le juge Gilbert Thiel, qui a été quand même à l'origine du FNAG, le fichier national des empreintes génétiques. Là, c'est quelque chose qui est intéressant parce que finalement, dans tous vos livres suivants, cet acquis, cette conquête, ou alors est quelque part en germe dans ce livre, finalement. Oui, c'est pour ça que c'était, encore une fois, parce que pourquoi cette année-là, précisément, c'était vraiment une époque qui était intéressante pour moi. Effectivement, alors moi, il y a l'affaire des disparus du Sud parisien qui fait référence à Guy Georges, le tueur de l'Est parisien. C'était pour resituer un peu cette époque, parce que ça se passe à ce moment-là. Finalement, c'était il y a 30 ans, en 91, on ne sait plus ce qui s'est passé. Il y a 30 ans, on ne sait plus, aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, exactement où étaient situés les éléments. On ne sait plus nous-mêmes ce qu'on faisait forcément. Voilà, donc c'était important d'avoir quelque part des références comme celle-là. C'était intéressant aussi, oui, l'informatique était en train d'arriver, mais on était encore sur une transition, c'est-à-dire les policiers ne voulaient pas de cette nouveauté, mais comme beaucoup de monde, moi je me souviens, mon propre père ne voulait pas utiliser l'informatique parce qu'on était habitué à des choses qui fonctionnaient, et on nous faisait arriver des ordinateurs, on n'y comprenait rien, une souris, des gens n'avaient jamais vu de souris, c'était vraiment ça. Et donc les policiers ne veulent pas de tout ça, et ça c'était intéressant aussi à traiter, l'arrivée de cette technologie. Puis il y a l'ADN, effectivement. On en est aussi au tout début. Oui, c'est-à-dire qu'on retrouvait du sang sur une scène de crime, on pouvait juste dire le groupe encore sanguin. On recherchait encore les empreintes digitales dans des fiches, même si les fichiers commençaient à arriver. Et puis ce qui était intéressant, alors ça c'est le romancier, c'est-à-dire que moi je connais le futur en tant que romancier. Et les personnages vivent en 91, donc pour eux, c'est leur époque. Et donc ça, c'était intéressant, mais c'est quelque chose dont il ne faut pas abuser, c'est-à-dire que d'abuser du narrateur omniscient qui sait tout et qui va mettre son omniscience insuffler son omniscience à travers les personnages. Donc j'ai des petits clins d'œil comme ça, c'est-à-dire que j'en parle, l'ADN, la goutte de sang, ils se disent, on l'envoie à quelqu'un à Nantes qui est un peu foufou et qui est en train de stocker tout ça dans des tubes, et il dit, ce monsieur dit, en tout cas ce scientifique dit, vous verrez, dans 5 ans, je serai capable à partir de ces gouttes de sang, de dire à qui ça appartient. Un peu comme les empreintes digitales. Et en fait, les policiers se moquent de ça, ils se disent, mais c'est de la science-fiction. Mais en fait, c'est moi à ce moment-là, qui intervient et qui ajoute ce petit trait, on va dire, d'humour en disant,
c'est vrai qu'à l'époque, ça paraissait impossible, pour des policiers, mais même pour le mortel, pour les gens, de dire qu'un jour, on sera capable, à partir d'un détail, de savoir à qui ça appartient. Donc ça, j'en ai insufflé quelques-uns. C'est comme les portables, c'était important. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait tout ce qui était TomTom, Bebop, TamTam, et c'était des appareils comme ça. On pouvait envoyer genre 20 caractères maximum, et ça coûtait très très cher. Et à un moment donné, le flic se plaint, il dit mais pourquoi nous on n'en a pas dans la police? Ça pourrait être très utile de se balader avec ça. Donc c'est un peu quelque part un écho à quelque chose qui n'existe pas encore, qui est le portable. Donc ça c'était aussi intéressant à faire, mais sans oublier que pour les personnages qui sont dans le roman, 91 c'est leur époque, donc c'est une année qui est somme toute complètement normale. Donc j'avais aucune raison de décrire ce qu'était l'année 91, de dire voilà il s'est passé ça dans le monde. Ça passe vraiment à travers les yeux des personnages, et je décris quelque chose de 91 que si ça va servir mon histoire et s'il y a une raison pour le faire. Ce qui est intéressant, c'est quand on choisit, comme vous, de suivre un personnage comme Franck Charcot et Lucie Hannebel, qui est son acolyte et son épouse. Certaines intrigues les réunissent. Parfois, il y a des intrigues où il y a soit l'un, soit l'une. C'est qu'on s'inscrit dans un paysage littéraire où il y a eu des grands noms de personnages, d'inspecteurs, d'enquêteurs, de détectives privés. Donc j'imagine avec la culture, je dirais, polardesque que vous avez eue, soit par la littérature, soit par le cinéma, on se dit comment on va s'infiltrer pour essayer d'apporter une originalité dans un secteur qui est très encombré. Donc moi j'aimerais savoir comment vous avez résolu cette question et s'il y a des invariants finalement qu'on ne peut pas contourner. Par exemple le fait que tous les flics sont des obsessionnels. S'ils sont très épris de justice, ils sont obsessionnels, ça empiète sur leur vie privée, ils ont généralement des conflits d'ego avec leur hiérarchie, toutes sortes de choses qu'on trouve dans vos livres. Donc voilà, comment on mesure cet écart entre le canon, je dirais, de la tradition et l'invention? Oui, c'est toute la complexité. En fait, j'ai créé ce personnage, Franck Charcot, en écrivant mon premier roman, avec toute la naïveté qui est celle du premier livre, de l'être humain, moi-même, qui fait un autre métier, qui se dit, ben, tiens, je vais raconter l'histoire. Donc, et quand on est confronté à ça, on se dit, mais comment on crée un personnage, comment on le fait exister, et surtout comment faire que ce personnage va être différent de tout ce qui existe déjà, c'est-à-dire de ces grands personnages qui écrasent la littérature et qui, voilà, ce que je ne voulais pas, c'est qu'on compare, mais après ça ne m'appartient pas, qu'on compare mon personnage à un tel ou un tel en disant ah bah oui, il est comme ce personnage ou ce personnage-là. Ça, il se trouve que on ne sait pas au moment où on le fait. En fait, on crée un personnage avec effectivement des canons qu'on a du flic, hein, suivant les lectures et puis tout ce qu'on a pu lire, voir, mais en même temps, on essaie de faire différent, c'est-à-dire si on suit trop les canons, on va dire bah voilà, il ressemble, c'est un personnage qu'on a l'habitude de connaître. Si on s'éloigne trop de ces canons-là, on va dire bah non, mais ça marche pas. Bah, un policier, c'est pas comme ça qu'il est. Donc c'est extrêmement compliqué. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de mettre de soi-même dans un personnage, par rapport à sa propre expérience, d'être humain. Ce qui fait le succès de ce personnage de Charcot, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes s'y reconnaissent dans ce personnage. C'est son humanité et sa proximité. C'est à la fois un héros de roman policier, parce qu'il faut qu'il apporte une part de rêve au lecteur, même si c'est des rêves, c'est pas forcément du rêve, hein, parce que il traverse des histoires très très sombres, mais ça reste un héros qui surmonte des problèmes en permanence et qui survit. C'est pour ça, pour moi, c'est ça le héros. Il avance dans la vie en surmontant tous ces problèmes-là où la plupart d'entre nous, finalement, on aurait peut-être lâché l'affaire. Et puis, il y a toute cette humanité où, en fait, il est à la fois héros, mais
il est très proche de nous, il a les mêmes problèmes, il a les mêmes... voilà, dans sa vie, et familiaux. Alors, je ne sais pas s'il est très proche, parce qu'il a perdu sa femme et sa fille. Il est en couple avec Lucie, qui a perdu ses jumelles. Il a échappé à la mort 36 000 fois. Enfin, je ne sais pas si c'est comme nous, véritablement. Moi, bon. Oui, non, mais en fait, dans les problèmes les plus simples, il peut tomber en panne de voiture. Enfin, je veux dire, il y a ces petites choses-là. Il peut se retrouver enfermé devant chez lui parce qu'il n'a pas la clé pour rentrer. Donc, c'est ça, en fait, qui va nous rapprocher de lui. Et c'est vrai que les drames qu'il a traversés, ça aussi, c'est ce qui fait qu'on a envie de suivre ce personnage. Moi, il y a un élément clé quand j'écris mes romans, qui est pour moi le plus important, je pense, dans l'écriture. C'est l'empathie que peut dégager un personnage, parce que quand vous ouvrez un livre, quand vous achetez un livre et que vous l'ouvrez, vous avez un personnage qui est en face de vous. Vous aurez la page et vous avez ce personnage qui est là et qui, quelque part, vous dit voilà, je suis le personnage qui va vous accompagner dans votre expérience de lecture. C'est moi que vous allez suivre pendant 500 pages. Et en fait, ce personnage doit vous donner envie de le suivre. Vous devez tout de suite retrouver cette connexion avec lui. Et en fait, c'est cette connexion-là que moi j'essaye d'établir le plus rapidement possible entre un personnage de papier et un lecteur. C'est ce qu'on appelle l'empathie. Et si vous réussissez à faire ça, vous avez gagné, parce que le lecteur il va avoir envie de suivre ces personnages. Pour moi, c'est vraiment une des clés de l'écriture. Il faut une bonne histoire, mais il faut aussi un bon personnage. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ce que j'essaye de faire avec tous mes personnages. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas avoir de défauts, qu'ils ne peuvent pas être méchants. Il y a des grands méchants qu'on adore, Dark Vador, Dexter, Moriarty, des personnages comme ça. Quelque part, on les aime aussi, parce qu'ils sont tellement réussis. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas être méchants, mais en tout cas, on doit avoir envie de les retrouver et de les suivre. Alors, c'est très intéressant que vous dites ça, parce que précisément, c'était une question qui me taraudait. Il y a un réalisme très fort, très historique, très rigoureux dans les procédures en fonction des époques, et finalement, des intrigues qui sont parfois abracadabrantes, où il y a beaucoup de tueurs en série, quand même une surreprésentation par rapport au nombre de tueurs en série qui sont en circulation en France. Et c'est des tueurs en série qui sont quand même très intelligents. C'est des orfèvres de la souffrance. Ils ont une réflexion à plusieurs bandes, où ils anticipent, ils distillent des petits détails. Ce sont des amateurs d'énigmes. On a vu ça dans Deuil de miel, et dans celui-là où effectivement c'est le jeu du chat et de la souris, comme on voit, etc. Dans la réalité, il y a quand même peu de serial killers qui sont intelligents. Il y en a eu quelques-uns qui soient fictifs, comme Hannibal Lecter, ou le tueur du Zodiac, qui lui est un vrai criminel. Mais finalement, quand on regarde un petit peu le profil des quelques tueurs en série, c'est des pauvres gars qui ne sont pas très intelligents. Et c'est vrai que dans vos livres, on a l'impression que vous rejouez effectivement le duel cérébral entre Sherlock Holmes et Moriarty. Enfin, je ne sais pas. Oui. Mais en fait, c'est vrai. Mes criminels ne sont pas très représentatifs de la réalité, mais même d'ailleurs du travail de policier en majeure partie, parce que 80 ou 90% des enquêtes des affaires criminelles, c'est des histoires d'adultère, d'alcool. Enfin, c'est plutôt de la misère. Donc là, on est vraiment déjà dans les 5% d'affaires, mais en plus, dans ces pourcentages-là, moi, je vais dans ce qui est très peu réalisable. Mais en fait, quelque part, ce spectaculaire-là, cette intelligence du tueur, nous rappelle qu'on est en train de lire un roman. Et donc, va dégager cette notion de plaisir, c'est-à-dire, oui, on est dans une histoire terrible, mais on reste dans un livre, on reste dans un imaginaire, on reste dans un univers qui est proche de la réalité, mais qui n'est pas la réalité. Et moi, c'est ce que je cherche à faire, parce que j'en ai parlé plusieurs fois depuis le début, c'est de procurer ce plaisir-là. Des histoires trop réalistes, qui vont prendre des éléments qui vont nous toucher parce qu'ils sont en train de se produire en ce moment.
sur des sujets très graves, mais si on reste dans cette gravité-là, il y a quelque chose qui va se créer lors de la lecture. Le plaisir va se transformer en malaise. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire quand on lit un roman d'avoir un malaise qui est quelque chose de très désagréable. C'est qu'il y a un truc qui ne va pas, et donc on va arrêter le livre parce quelque part on se fait vraiment souffrir à le lire. Et donc il faut flirter avec... Moi, il faut que ça reste du plaisir, de la peur-plaisir, de la bonne angoisse. Et c'est pour ça que quelque part cet aspect spectaculaire et intelligence du criminel, en permanence on se dit bah ouais, c'est un roman, et on se prend au jeu de la lecture. Et puis effectivement, on est un peu dans une tradition du polar, du thriller, du jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire un combat entre les bons et les méchants, mais quelque part entre le lecteur et l'auteur. C'est-à-dire, moi, c'est ce qui fait que les gens aussi aiment mes livres. Pour les plus fidèles qui me suivent depuis très très longtemps, c'est parce qu'ils savent que je vais leur proposer ce jeu-là, une espèce de partie d'échecs. Parce que les lecteurs de polar lisent énormément de polar, donc ce sont des vrais experts, ce sont des enquêteurs et qui connaissent vraiment tous les pièges, toutes les astuces. Et donc dès qu'on fait des petits, moi en tant que romancier, si je crée une fausse piste, il y a certains qui vont le voir tellement ils disent ah mais là il parle de ça, donc ça doit être important. Et donc il y a ce jeu-là, moi j'adore, et c'est pour ça que j'écris aussi mes livres. Et là c'est l'esprit scientifique qui revient, mais au sens amateur d'échecs, de casse-tête, de puzzle. Moi j'adore ça, j'ai toujours fait ça quand j'étais gamin, et je le refais dans mes livres quelque part, parce que c'est ce qui me procure du plaisir dans l'écriture, et ce qui fait que les gens adorent. C'est-à-dire que il y a l'histoire que je raconte dans le livre, qui est une histoire, voilà, vous suivez des enquêteurs, mais il y a la manière de la raconter, et puis il y a cet aspect de jeu qui fait que quand on a lu le livre, on se pose encore des questions, parce que le puzzle, quelque part, il n'est pas tout à fait résolu, il continue à trotter dans la tête. Et moi, je le vois beaucoup, les gens continuent, après avoir lu le livre, à aller interroger les autres en disant « Mais t'as vu ce détail, qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'a voulu dire l'auteur, etc. » Donc, il y a des théories qui se créent, etc. Et moi, j'adore faire ça. Et bah voilà, ça, c'est un peu aussi ma caractéristique. Chouette. Il y a peu... je crois qu'il nous reste très peu de temps, mais il nous reste quand même suffisamment de temps pour si l'un ou l'une de vous a une question. Je vois qu'il y a une main qui se lève. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'aimerais bien savoir un peu comment vous fabriquez une histoire. C'est-à-dire, est-ce que vous partez d'un thème? Est-ce que vous avez une scène finale en tête que vous décortiquez? Est-ce que c'est une scène qui vous arrive, que vous mettez au milieu d'un bouquin? Voilà. Comment ça se passe? Oui, alors, il y a un peu de tout ça. C'est toujours très compliqué parce que un roman, pour moi, doit partir d'une idée forte. Et ça, c'est là où je vais passer beaucoup de temps, c'est à trouver une idée forte. Pour moi, une fois que j'ai cette idée forte, je dirais la moitié du travail est fait. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de trouver quelque chose de solide. Par exemple, La Chambre des Morts, qui a été l'un de mes premiers livres, c'est parce que en fait, je travaillais dans la zone industrielle de Dunkerque, dans un service informatique, et par la fenêtre de mon bureau, il y avait les éoliennes qui tournaient, et puis c'était une grande zone industrielle. Et quand le soir tombait, il y avait l'obscurité, puis toutes ces lumières qui s'allumaient, et puis avec des grandes lignes droites où il n'y avait plus personne, ça se vidait incroyablement. Et je me suis mis à imaginer, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passerait si d'un coup, il y a deux personnes qui roulaient, enfin une scène dans ce décor-là. Et en fait, ça a été à l'origine de La Chambre des Morts, c'est-à-dire c'est parti d'une image qui était celle-là. Après, pour d'autres, par exemple, quand je cherche une idée, je fais toujours des recherches sans savoir où ça va me mener, donc sur des domaines qui m'intéressent. J'ai l'exemple tout simple, c'est-à-dire Il était deux fois, qui est le roman avant 1991, où je ne savais absolument pas ce que j'allais écrire, donc je fais des recherches dans les domaines autour du cerveau, et puis après ça me mène à la mémoire, qui est un sujet vraiment qui m'intéresse. Et puis ça ne se fait pas du jour au lendemain, puis à un moment donné je tombe sur un article, il faut le trouver en fait, c'est pour ça que c'est quelque chose d'actif, où on parle d'une certaine amnésie, mais dont je n'avais jamais entendu parler, c'est-à-dire des gens qui oublient plusieurs années de leur vie, pour une raison psychologique, mais c'est instantané, c'est-à-dire comme si on fermait un interrupteur dans leur tête et qu'on le rallumait 10 ans après. Et il y a un trou de 10 ans dans leur vie, mais les personnes ne s'en rendent pas compte, c'est-à-dire qu'elles restent un peu dans le passé. Et quand je suis tombé sur ça, je me suis dit, mais
je me dis, il faut que j'écrive un livre avec un personnage qui va avoir cette caractéristique. Et donc là, c'est un peu le hasard, mais c'est aussi les recherches. Et c'est parti d'un personnage où j'ai tout construit autour. Là, 1991, bah voilà, c'est un peu différent quand ce sont mes personnages récurrents, où j'adore les retrouver. Donc je me dis, voilà, on a une équipe, et il faut que j'écrive une histoire policière, avec une structure policière, avec ces personnages-là. Donc il faut que je trouve le moyen, l'histoire qui va me permettre de les mettre en scène dans un livre. Donc 1991, l'idée, on va dire, principale, qui paraît très simple, mais finalement, c'est de dire, je vais écrire une histoire qui s'est passée il y a 30 ans avec ce personnage, et je vais raconter son passé, sa première enquête. Alors après, évidemment, il faut trouver le sujet, il faut trouver toute l'histoire, mais en tout cas, le principe était là. Donc voilà, il y a plusieurs moyens. En fait, il faut se mettre en... Ça aussi, beaucoup vous en parlez, en phase un peu spongieuse, c'est-à-dire on devient des éponges où on est très sensible à tout ce qui peut se passer autour de nous, où on se dit, voilà, c'est le moment de trouver une idée. Et donc, je me mets en quête d'idées. Donc, et c'est pas être comme ça, là, et puis attendre dans son bureau, dire, je vais attendre. C'est quelque chose de très actif, en tout cas pour moi. Et à un moment donné, la connexion se fait parce que peut-être c'est le bon moment. Peut-être que ce personnage sur la mémoire, si je l'avais trouvé le premier jour, ça serait passé inaperçu. Il faut bien savoir qu'on jette 99% des idées parce que dès que je me penche sur une idée, au bout de 3 secondes, je dis non, c'est pas la peine, mais c'est tout le temps en fait. Et puis après, il y a celles qui accrochent un peu plus. J'ai déjà eu des idées qui peuvent tenir une semaine parce que je suis en phase de réflexion, et puis au bout d'une semaine, je me dis non, il y a un truc qui ne va pas, donc c'est poubelle. Et en fait, c'est comme ça, voilà, c'est un peu comme ça que ça se passe. La page blanche, pour moi, quelque part, elle se fait avant, dans cette recherche-là, où c'est là où je jette, en fait. Et donc, ce qui fait que quand je me mets à écrire, de manière générale, il y a toujours des difficultés, mais je sais, voilà, je sais où je vais, et je sais que normalement, je dois aller au bout. Et j'en suis d'autant plus sûr et confiant qu'il y a eu tous les livres avant, donc je sais comment je fonctionne après 20 romans, donc je connais les difficultés aussi, et je sais que là, c'est normal de bloquer à certains moments. Donc ça aide aussi pas mal. Je ne sais pas si on a le temps de prendre une autre question. Faites-moi un signe. Alors, une toute dernière. Est-ce qu'il y a un doigt qui se lève? Ah oui, madame. Bonsoir. Bonsoir. Je me demandais, est-ce que vous trouvez le temps de lire vraiment juste pour votre plaisir? Que ça ne donne pas d'autres idées ou autres, vraiment juste lire des romans, des docs, n'importe quoi, juste purement pour le plaisir? Oui, ça m'arrive. Enfin, ça m'arrive. Je lis pour le plaisir. Heureusement, et en fait, alors, justement, c'est souvent d'ailleurs dans cette phase de recherche d'idées où je vais lire le plus, mais qui dure 2-3 mois. Hein. Alors, je vais lire les romans dont j'ai entendu parler dans l'année, que j'ai mis de côté, des romans que j'ai envie de lire. Et quand je les lis, alors évidemment, il y a toujours, comme je suis en recherche d'idées, le cerveau qui tourne, mais je les lis vraiment par plaisir. C'est aussi ce qui montre que des histoires sont bien faites, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous lisez avec une certaine idée en disant, voilà, est-ce que je peux trouver des idées? Puis après, vous oubliez parce que vous êtes dans un bon livre. Après, c'est vrai que quand je suis en phase vraiment d'écriture, je lis assez peu parce que ce sont vraiment des journées intenses. Moi, j'écris de 8h du matin à 17-18h. Et j'écris pas 15 pages par jour. En fait, je vais écrire 2-3 pages, mais je vais repasser dessus en tout le temps, pendant les 8 heures, en fait, en permanence, comme ça, et avancer ligne par ligne, en revenant, en imaginant les personnages. Parfois, il y a des petites recherches à faire. Si c'est un chirurgien qui parle, il va dire comment il dit tel terme, donc il faut faire des recherches. Donc, c'est quelque chose de... Et donc, c'est très épuisant. Et le soir, quand j'ai fait cette journée d'écriture, c'est compliqué pour moi de reprendre un livre. J'ai déjà essayé. Au bout de 10 minutes, je dors. Donc, donc je suis plutôt série dans ces moments-là. Je regarde une série, un film qui est quelque chose d'un peu plus passif, on va dire. Parce que la lecture, c'est quelque chose d'actif qui demande pas mal de concentration. Et par contre, c'est vrai que si j'aime bien lire dans cet entre-deux, ou quand je suis dans le train, ou quand je me déplace, voilà, je rouvre des livres. Et donc voilà, oui, je lis, mais je reste quand même dans cette catégorie
du polar, parce que c'est ce que j'aime. Alors je lis aussi la littérature autre, et d'ailleurs j'en lis aussi dans le cadre de mes recherches, c'est-à-dire que finalement quand je fais mes recherches et que j'ai choisi un sujet, eh ben, je vais aussi lire des romans sur les virus, j'en parlais, j'ai lu plein de romans de virus, mais quand j'ai écrit le syndrome E, dont une partie se passait au Caire, une partie du livre, ben, j'ai lu par exemple L'immeuble Yacoubian, qui était un roman que j'aurais jamais lu de ma vie si je n'avais pas écrit ce passage-là, mais j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, c'est aussi dans le cadre de mes recherches d'accéder à des littératures différentes et de découvrir des univers et des auteurs. Bah, c'était chouette, hein. C'était chouette de vous voir, c'était chouette de vous voir vous, hein, parce que ça faisait fait du longtemps, bien. Oui, c'était pas rassemblé et réchauffé, je dirais. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée.